Alors, bonjour Ken Bogoul. Bonjour. Voilà 2 jours que nous avons l'honneur ici à BYU de vous accueillir. Et aujourd'hui, nos étudiants qui se spécialisent en études francophones ont le plaisir et sont très bien contents d'avoir cette conversation avec vous. Ce semestre, ils ont travaillé sur l'écriture féminine en Afrique subsaharienne. Ils ont lu beaucoup d'auteurs féminins, Mariam Abba par exemple, Were Linking, Angèle Rawiri et Yahoo Regina et d'autres œuvres également sur l'écriture féminine. Et je ne vais pas oublier, ils ont lu et travaillé sur Riwa ou le chemin de sable. Donc voilà, et les questions qu'ils auront à vous poser tout à l'heure, ce ne sera pas seulement sur vos livres, mais en général sur l'écriture féminine. Donc nous allons sans plus tarder leur accorder la parole et nous voudrions que ce soit une conversation entre eux et vous. Donc vous posez des questions, mais c'est surtout pour davantage vous connaître et apprendre à savoir beaucoup plus sur cette écriture féminine en Afrique subsaharienne. Donc une fois encore, nous sommes très contents de vous recevoir ici. Merci beaucoup d'être venu et d'avoir accepté notre invitation pour cette conversation-ci. Donc la première question, elle va venir de Keegan. Oui, Keegan, allez-y, vous allez poser la première question. Okay. En 1983, quand vous avez écrit Le Baba Oufou, vous avez dit à la protagoniste du récit Ken, une femme, une noire, n'avait d'autre rôle à l'époque que d'être une femme, celle qui souhaitait épouser le jeune homme du village. Et la même protagoniste ajoute quelques lignes plus tard, à cette époque, mon souci n'était pas l'homme et le mariage, je cherchais. Le jeune homme du village m'aurait étouffé les élans et plus tard la conscience. La suite du récit, on la connaît et cela a été bien accueilli par vos lecteurs et à la critique littérature dans son grand ensemble. Mais pensez-vous toujours vous adresser à la même audience quand plus de 10 ans plus tard, vous faites dire à la narratrice de Riwan ou le chemin de sable que tout le monde était disciple du Sérine, même ses épouses. Comment peut-on être disciple du Sérine et en même temps son épouse? Oui, merci, Keegan. Je vais commencer, je vais répondre avec la dernière question. C'est-à-dire qu'être un disciple ou une disciple chez nous, au Sénégal, avec la religion musulmane, nous avons essentiellement 2 grandes familles religieuses qu'on appelle des voies religieuses soufis. Il y a la Tijaniya et le mouridisme. Et être un disciple, c'est-à-dire, c'est être, avoir pas un maître, mais un guide pour orienter dans ses choix spirituels. Donc, on peut être, tout le monde a un serigne au Sénégal. Moi-même, je ne suis pas une bonne disciple, mais je revendique d'être la disciple du serigne dans Riwan. Donc ça n'a rien à voir. On peut être et l'épouse et disciple, parce que disciple, même si on n'est plus l'épouse du serigne, on reste toujours une disciple du serigne par rapport à l'orientation religieuse, la guidance pour que les choix qu'on veut faire, quelqu'un nous aide à faire ça. C'est ça qu'on appelle un disciple ou une disciple. Donc, qu'on soit jeune, marié, célibataire, divorcé ou femme âgée, à un certain âge au Sénégal, chacun choisit un guide. On n'aime pas trop maître, mais entre guillemets un maître. Mais chez nous, c'est le serigne. Donc ça n'a rien à voir avec être son épouse. Et on peut être les deux. Oui. Et maintenant, quand je parlais au début dans le Baobab Fou, qu'à l'époque, se marier ou avoir un homme dans sa tête, n'était pas mon souci. Parce que mon souci, c'était d'abord que j'avais vécu une grande souffrance avec la séparation d'avec ma mère quand j'avais 5 ans. Et cette séparation a été
la dynamique de ma vie jusqu'à aujourd'hui, même si ma mère est morte depuis 1985, c'est-à-dire d'avoir pas connu une vie familiale avec un père, avec une mère, comme tous les autres. Donc moi, mon souci, c'était j'avais pris conscience de cette souffrance et je cherchais comment l'atténuer. Et à l'époque, la seule solution que j'avais pour atténuer cette souffrance, c'était d'aller à l'école. Donc, s'il faut bien comprendre, c'est que le Serigne, ses épouses ne sont pas ses épouses. 4 sont ses épouses légitimes. J'ai expliqué dans le livre. Et ces épouses légitimes du Serigne, parce que ces maîtres, ces guides religieux n'épousent pas n'importe qui, parce que c'est une dynastie. Bon, ça évolue aussi, avant c'était vraiment très respecté, mais ça a évolué comme toutes les dynasties royales en Angleterre. Vous voyez bien que le prince William n'a pas épousé une princesse, il a épousé une fille, une roturière. Le prince Harry épouse une métisse afro-américaine, alors qu'avant, il fallait épouser une fille de la noblesse ou d'une famille royale pour rester dans la dynastie. Avec les Serignes au Sénégal, c'était comme ça aussi. Avant, ça a changé ces dernières années. Et donc, les 4 épouses légitimes étaient choisies, comme je l'ai expliqué dans Riwan, une dans la famille paternelle, une dans la famille maternelle, une qui devait être la fille d'une famille de gens érudits, de gens qui ont la connaissance, et la 4e, devait être d'une famille royale, donc devait être une princesse, en tout cas appartenir à une famille de la grande noblesse. Parce que les enfants nés de ces 4 épouses sont appelés à devenir de futurs serignes. Toute autre femme en dehors de ces 4 épouses légales, selon l'islam, ne sont pas des épouses, ce sont des femmes qui sont sous la protection du serigne. Et on les appelle les Tara, le nom c'est Tara. Mais ça, ce n'est pas des maîtresses, c'est pas... parce que symboliquement, un lien secret, symboliquement, des liens très forts, et c'est les prendre sous la protection du serigne. Et ces femmes ne sont pas obligées de vivre avec lui, et même ne pas vivre dans la même région, ou même parfois ne pas vivre dans le même pays. Même. Donc ce sont des femmes qui sont sous la protection. Mais les 4 épouses légitimes, choisies dans le rang, dans le sang, la famille, sont les épouses légales. Et en plus, traditionnellement, on dit toujours, on disait, puisque ça a un peu changé, que ton mari, même s'il n'est pas serigne, comme j'avais dit ce matin, avec l'arrivée de l'islam, avec l'arrivée du colonisateur, l'homme avait ce rôle extrêmement sublimé, c'était presque un petit dieu, c'est le chef de famille, c'est lui qui nourrit, donc forcément on lui vouait un certain respect, entre guillemets, on était un peu des disciples de cet homme, même s'il n'est pas serigne. Ça, on l'a reçu avec l'islam, avec le colonisateur. Mais de nos jours, dans un couple, on peut voir un homme peut être disciple d'un serigne et sa femme peut être disciple d'un autre serigne, parce que c'est la spiritualité, et on trouve que la spiritualité, c'est une question individuelle. On fait ses propres choix en fonction de ses propres aspirations spirituelles. Donc c'est ça, être le disciple de quelqu'un, ou la disciple de quelqu'un. Oui, sur la question du choix, nous avons eu beaucoup de discussions en classe sur cette question. Et il y a un personnage qui nous intrigue beaucoup, c'est celui de Rama. Est-ce qu'elle a vraiment fait son choix d'être avec le serigne? Et puis, en dehors du cas de Rama, est-ce que, comme ce sont juste des disciples du serigne, est-ce qu'elles sont libres ou bien elles doivent toujours vouer fidélité au serigne? Je pense que, Kegan, vous avez une autre question par rapport à ça, sur le cas de Rama. Allez-y. Donc, Rama et la narratrice ne semblent vivre de la même manière leur mariage avec le serigne.
Rama serait-elle condamnable parce qu'elle n'aurait pas trouvé une raison d'épanouissement chez les Serigne? Oui, c'est-à-dire que le personnage de Rama dans Riwan, ce personnage n'existait pas chez le Serigne. Rama n'existe pas, il n'y avait pas une Rama chez le Serigne. Mais l'écriture, parce que du Baobafou à Cendré-Braise à Riwan, j'améliorais un peu, enfin j'améliorais, comme on dit, en forgeant, on devient forgeron. C'est-à-dire qu'à Riwan, déjà, je commençais à avoir une passion pour l'écriture et créer des personnages fictifs dans la réalité pour montrer la possibilité que la narratrice aurait pu être Rama aussi. Aurait pu être Rama. C'est pour ça que j'ai mis ce personnage fictif. La narratrice, Rama et Riwan, le fou, l'aliéné que le Serigne a guéri. Ces trois personnages, en fait, c'est le même personnage. C'est-à-dire la narratrice était arrivée chez le Serigne, rejetée par la société et traitée de folle. Donc quand elle est, d'ailleurs même si on rit dans Riwan, quand elle a quitté chez la mère pour aller chez le Serigne, le long du chemin, les têtes sortaient des maisons pour dire « Ah, c'est la folle, mais elle est mariée, non, elle n'a pas d'enfant, elle ne travaille pas. » C'était déjà un personnage rejeté par la société qui était traité de folle. Riwan aussi est arrivé chez le Serigne comme un fou, un aliéné. Et Rama, ce personnage fictif, vient dire que même dans cette situation, c'est-à-dire que la narratrice s'imagine, parce qu'elle a un certain niveau, elle a déjà vécu, elle a vécu en Europe, elle a connu beaucoup d'autres choses, se mettait dans la peau d'un personnage comme Rama, qu'on aurait presque donné sous forme de don, de cadeau au Serigne. Et donc, la narratrice s'imagine que si ça avait été le cas, et compte tenu de ses autres aspirations, qui ne sont pas du tout des aspirations spirituelles, mais des aspirations simplement terre à terre, vivre, aimer un garçon, vivre la vie. Pour elle, l'histoire de spiritualité, ça ne l'intéressait pas, c'était vivre maintenant, etc. Mais ça, si on retourne dans le Baobafou ou dans Cendré-Braise, on se rend compte que la narratrice était un personnage comme Rama. Et la faire disparaître à la fin du livre, ça, je me suis inspirée d'une légende qu'on racontait dans mon village dans ces années-là pour dissuader les jeunes filles qui vont se marier de tromper leur mari. On a imaginé que si une femme s'est mariée, si elle trompe son mari, elle risque d'avoir le même sort que Rama. C'est-à-dire qu'elle, quand elle va retourner chez elle, sa maison va brûler. Dans ce cas-ci, c'est la maison va brûler, ou bien on peut dire ses parents vont mourir. En tout cas, il va arriver un malheur. Mais ça, on le disait pour dissuader les filles qui venaient de se marier de ne pas tromper leurs époux. Ça, c'est une légende qu'on raconte même encore, bon, moins, mais dans les villages, on raconte cette légende toujours. Donc, la narratrice s'identifie aussi à ce personnage de Rama parce que quelques années auparavant, elle avait les mêmes aspirations que Rama, vivre la vie, pas besoin de spiritualité, etc. Et donc, c'est des trois personnages que moi, si je devais travailler sur Riwan, j'aurais beaucoup travaillé sur ces trois personnages parce qu'en fait, c'est le même personnage, c'est la narratrice. Ça, c'est intéressant de savoir que trois personnages forment un même personnage dans le même livre. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons lu d'autres femmes écrivaines africaines également, comme Anne-Marie Diafi. Mais chaque fois que nous avons lu, nous avons toujours fait un rapprochement avec vos livres. Et je pense que la deuxième question, ça va porter sur une vie hypothéquée et elle vient de Eric. Allez-y. Donc, nous avons lu dans notre cours quelques passages du livre Une vie hypothéquée. Et dans ce livre, la petite Ya a été contrainte d'épouser le vieux Béira, à qui elle a été promise par ses parents alors qu'elle n'était même pas encore née. Selon la pratique très courante qui consiste en Riwan,
à donner des filles en signe d'allégeance aux serines qui les prend comme épouses. Peut-on aussi dire que les vies de ces filles sont aussi hypothéquées, comme celle de la petite Ya, même si les cultures et les pays sont différentes? Non, c'est pas la même chose, parce que un serigne, c'est déjà un être qui n'est pas, c'est pas le commun des mortels. Il y a la spiritualité, il y a la sainteté, il y a la notoriété, il y a la sagesse, c'est un personnage central dans la vie des populations, particulièrement au Sénégal. Donc, c'est pas si c'est le cas de mariage, ce n'est pas un mariage normal comme Nabou Samb, par exemple dans Riwan. Nabou Samb, pourtant, elle a épousé un vieux qui était riche. C'était un foyer polygamique aussi. Elle était 4e épouse. Elle est toujours en vie, cette femme d'ailleurs, Nabou Samb, très très belle femme. Et il n'y avait pas cette spiritualité qui faisait que ça sortait de l'ordinaire. Mais si on... Donc, même les filles, quand on les donnait comme en don à un serigne, c'était comme si elle avait déjà gagné le salut à cause de la sainteté, de la spiritualité, d'être dans la proximité du serigne. Alors que, par exemple, dans le cas de la Côte d'Ivoire, où les communautés où on retrouvait des filles mariées à des vieux, c'était pas dans des... Parce qu'en Côte d'Ivoire, comme je disais tout à l'heure, comme au Sénégal, n'importe où en Afrique, un pays, c'est déjà un continent. Ça, on ne trouve pas ça chez les Baoulés, on ne trouve pas ça chez les Bété, on trouve ça chez les Djoula. Et les Djoula, ce sont d'anciens migrants venus du Mali, du Burkina Faso, qui sont arrivés en Côte d'Ivoire, qui ont travaillé dans les champs. À l'époque, l'agriculture était très développée, qui avaient des champs de cola, les colatiers avec lesquels on fait le Coca-Cola. Et ces hommes étaient très puissants, étaient très riches. Donc les familles se disaient, si on donne notre fille à un homme qui a de l'argent, on va profiter de cette richesse. Donc ça, c'était un calcul d'intérêt financier, d'intérêt économique en général. Donc là, c'est pas la même chose. Ça, c'est l'argent, c'est le matériel. Alors que là-bas, c'est l'intérêt spirituel et même le salut. Ça va même au-delà, c'est gagner même le paradis. Donc ce n'est pas la même chose, parce que tous les serignes, bon, ils ont des moyens, parce que c'est des grands propriétaires terriens qui travaillent beaucoup l'agriculture, qui ont travaillé même avec les colonisateurs, parce que c'est les plus grands producteurs d'arachides, de mil, les plus grands champs appartiennent aux serignes jusqu'à aujourd'hui, ça. Mais il y a d'autres serignes qui ne sont pas forcément aussi riches que des grands commerçants, comme le cas de la Côte d'Ivoire, où donc donner sa fille pour de l'argent et donner sa fille pour gagner le paradis, ce n'est pas du tout la même chose. Donc on peut hypothéquer une jeune fille, hypothéquer sa vie en la donnant uniquement pour des raisons financières. Alors qu'on ne peut pas hypothéquer la vie de quelqu'un pour des raisons spirituelles, pour gagner son salut, pour gagner le paradis, parce que c'est sur une voie spirituelle, religieuse, se conformer à la religion et gagner en spiritualité et puis gagner le salut et le paradis. Donc c'est deux aspects qui sont diamétralement opposés. Mais pour une jeune fille très innocente, qui n'a pas encore une maturité spirituelle, la donner aussi, même sous forme de don, parce que ses parents, eux, ils espèrent ce salut, mais la fille n'a pas encore une maturité spirituelle pour mesurer l'importance de dire avec ce serigne, on va gagner le paradis, parce qu'à un certain âge, on ne pense pas au paradis, on pense à la vie. Donc ça peut être hypothéqué un certain temps, mais avec le temps, en gagnant en spiritualité, parce que c'est une atmosphère très, très spirituelle. Ils vivent tout le temps dans la spiritualité. Donc elle peut, parce que la spiritualité, on peut adhérer plus à la spiritualité, alors que l'intérêt, l'argent, pas forcément.
Parce que bon, manger, s'habiller, avoir une belle maison, dormir dans un lit, c'est bien, mais pas plus, quoi. Il va toujours manquer la spiritualité. On est toujours en train de prier Dieu pour qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous amène au paradis. Alors que là, c'est déjà presque acquis. C'est pour ça, même dans Riwan, il y a un moment où ces femmes étaient presque dans la béatitude, avec comme une garantie, une assurance de leur salut et du paradis. Donc déjà, elles sont aux antichambres du paradis avec cette vie spirituelle. C'est pour ça qu'elles étaient toujours si belles, si sereines. Elles étaient sereines parce que le paradis était presque garanti. Alors que dans le côté financier, c'est juste financier. Et comme il a les moyens, il peut imposer, il peut faire du chantage parce que c'est l'argent, il peut en épouser d'autres, il peut même les répudier, les chasser, parce que la puissance financière. Et là, la vie d'une fille peut être hypothéquée. Mais là, ça se comprend très bien. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on a lu d'autres livres, et surtout celui par lequel on a commencé, c'est Une si longue lettre de Maria Mamba. Et je pense que Lindsay a une question pour vous sur ça. Allez-y, Lindsay. Nous sortir de l'enlisement des traditions, superstitions et mœurs, nous faire apprécier des multiples civilisations sans reniement de la nôtre. C'est ce que pense Ramatoulaye, la maîtrise de la lettre du roman Une si longue lettre de Maria Mamba, de l'école coloniale. Et pourtant, que ce soit dans le Babafou ou dans Riwan ou le chemin de sable, c'est l'école coloniale qui est la source de votre aliénation culturelle. Parlez-vous tous les deux de la même école? Peut-être non. Parce que déjà, il faut voir les deux auteurs. Tout à l'heure, j'en parlais, qu'il y a des auteurs qui venaient des anciennes communes françaises, qui ont gardé la nationalité française. Tous ces gens qui étaient nés avant les indépendances, ils ont la nationalité française d'office. Et donc avec cette éducation française, avec cette citoyenneté française, les rapports entre hommes et femmes étaient comme régis comme en France. On a son mari, parce que les femmes étaient des institutrices, des infirmières, elles épousaient des fonctionnaires. Donc c'était des couples évolués. Alors que le reste de la population, la majorité, ou même 90% de la population, qui étaient considérés comme des indigènes, on n'avait pas ces références par rapport à l'éducation française. On était toujours dans l'éducation traditionnelle, où il y avait la polygamie, on vivait tous ensemble dans les grandes concessions, les parents, les enfants, les épouses, les petits-enfants, on vivait ensemble parce que ça, c'était la tradition. Alors que là, c'est des gens déjà civilisés, parce que qui étaient déjà des citoyens français. Et par exemple, dans Une si longue lettre, ce qui est le plus choquant, d'abord, concevoir le couple comme ton pied, mon pied, comme on dit dans le golfe de Guinée, monsieur et madame collaient bras dessus, bras dessous, etc. Ils ne pouvaient pas comprendre que l'homme va épouser une autre fille. En plus, ce qui est le plus dramatique dans ce livre, c'est pas d'aller trouver une autre fille qu'on aime bien, qu'on a rencontrée dans une maison ou quelque part. On fait les démarches. C'est que cette fille épousée avait le même âge que la propre fille, était même son amie. Donc c'est cette proximité. C'était la camarade de classe de son aîné. Voilà, cette proximité dans la relation. Donc c'est comme épouser même sa fille, parce que c'est la même fille. En plus, ne pas s'attendre à ça, parce qu'on concevait déjà le couple comme un couple, toi et moi, les yeux dans les yeux. Et là, d'abord, épouser une autre, waouh, c'était pas dans l'éducation française, et en plus, épouser une fille qui avait le même âge que l'aîné, qui était même, je crois, si je me rappelle bien, sa camarade, je crois, elle venait à la maison, et c'est ça qui a été le plus scandaleux. Alors que Riwan, c'est la tradition, ça c'est les choses des régions, c'est dans les villages que ça se passe. Ça. Les Serines ne vivent pas dans les grandes villes, les Serines vivent
à la campagne parce qu'ils vivent dans des grandes maisons, ils ont les champs, le bétail, c'est des gens... Donc c'est pas du tout la même chose. Donc ça ne choque pas dans les régions, mais pour des gens qui ont reçu une éducation française, ça choquait déjà de prendre une deuxième femme et ça choquait encore plus d'épouser une jeune qui était l'amie de leur fille aînée. Ouais. Oui. Et là, quand on parlait parlant de Maria Maba, on a toujours aussi vu l'aspect des cultures, de la rencontre des cultures, c'est-à-dire la culture européenne, la culture française, comme vous venez de le dire, il y a l'école française qui a été créée, et puis maintenant la vie traditionnelle dans les régions, dans les villages. Et je pense que l'INSEE a aussi une question dans ce sens-là pour vous. Allez-y, l'INSEE. Dans Rewan ou le chemin de sable, vous avez écrit en parlant de l'identité culturelle, brassons les races encore, c'était mieux et plus beau. Avant d'ajouter quelques lignes plus loin sur la même page, rester soi-même avec l'énergie du désespoir et imposer son identité. Quelques pages plus loin dans le même livre, vous faites dire à la narratrice « J'aurais dû rester moi-même et mieux m'ouvrir à la modernité ». Tout cela ne semble-t-il pas contradictoire? Oui, c'est-à-dire qu'on veut voir, comme Maria Maba, vous posez également le même problème ici, la culture, la tradition plutôt et la modernité en Afrique. Est-ce qu'il faut accepter cette modernité qui vient de l'Europe et qui est quand même dans ce monde global et on ne peut pas s'empêcher de le faire, ou bien alors il faut rejeter cette modernité et rester traditionnellement africain? Et dans ce cas, on se demande également, est-ce qu'on serait en train de chercher une certaine tradition authentique, l'authenticité de l'Afrique? Comment est-ce qu'il faut trouver ça? C'est le problème que nous sommes en train de poser ici. Oui, c'est-à-dire qu'actuellement, de nos jours, le problème ne se pose pas. Mais pour des gens de notre génération, peut-être Maria Maba était un peu plus âgée que moi, comme Aminata Sow Fall, elle a 5-6 ans, peut-être 7 ans de plus que moi. Plus ou moins, on était un peu de la même époque, où on était, donc moi aussi j'ai connu la période coloniale, même si j'étais indigène, puisque l'école est finalement venue dans notre village en 1952 ou 3, la première école dans mon village. Et donc nous, on a été confrontés à une autre culture qui était la culture française. Et donc ça nous a perturbés dans notre identité, parce que la culture française était aux antipodes avec notre culture traditionnelle, comment on vivait dans les familles, surtout dans les villages que je connais le mieux, parce que moi je viens des villages. Donc aller à l'école avec une autre culture, revenir à la maison et trouver autre mode de vie, ça nous perturbait. Donc on a été déstabilisés au niveau de notre identité culturelle pour les gens de notre époque. Mais pour les gens d'aujourd'hui, avec ce monde globalisé, il n'y a plus une question d'identité culturelle par rapport à l'Occident. Parce que les premières peut-être années des indépendances, où les gens ne savaient plus ce qu'il fallait être occidentalisé, la culture africaine. Ensuite, les gens ont commencé à mélanger les deux. Mais je pense que c'est à partir des années 90, toujours pour des raisons économiques, il faut toujours un choc. C'était avec la dévaluation de notre monnaie qui est garantie par la Banque de France. Et la France a décidé de dévaluer notre monnaie chez nous. Le franc CFA, c'est le franc des colonies françaises. Une communauté française ou colonie, quelque chose comme ça. Et donc, à partir de ce moment-là, où notre pouvoir d'achat pour acquérir les biens matériels, pour pouvoir maintenir, même dans notre déstabilisation, une certaine culture française, européenne, a diminué. Parce qu'avec la dévaluation du franc CFA, les pays colonisés par la France, qui ont perdu la moitié de leur pouvoir d'achat, ont commencé à s'ouvrir à d'autres pays où
ils pouvaient acquérir d'autres biens matériels ou même culturels, etc. Ils ont commencé un peu par le Maroc parce que c'était à côté, c'est pas loin, c'est toujours sur le continent africain. Après, ils ont commencé à aller vers la Turquie. Ensuite, ils ont commencé à aller vers Dubaï, les Émirats qui commençaient à monter. Ensuite, il y a l'Inde. Ensuite, la Malaisie. Et jusqu'à maintenant la Chine. Les femmes africaines vont en Chine comme aller au marché. Elles partent en Chine tout le temps. Je vais en Chine, je vais à Hong Kong. Moi, je n'ai jamais été à Hong Kong. Et elles sont parties à Hong Kong. Donc ça, le fait de s'ouvrir à d'autres pays qui ne sont pas des pays occidentaux, ça a commencé à lessiver cette identité culturelle qui prenait comme référence la France. Tout de suite, par exemple, à Dakar, dans la banlieue de Dakar, je crois que j'en ai parlé dans un livre, il y a même des groupes de danse indienne, des Sénégalais spécialisés dans les danses indiennes. Nous avons, au niveau de la télévision et de la radio et de la télévision aujourd'hui, des émissions qui s'appellent Allo Bombay. Allo Bombay. Donc on a commencé à porter les saris, à porter les bijoux de l'Inde, etc. Donc au fur et à mesure, ça nous a enlevé les nouvelles générations. Nous, on peut toujours en parler parce qu'on a connu ce qu'il y avait avant, mais pour les nouvelles générations, il n'y a plus cette déstabilisation parce que cette nouvelle génération n'a pas connu cette influence, cette politique d'assimilation de la France. Donc les nouvelles générations sont nées dans la globalisation. Au Sénégal, il y a des jeunes Sénégalaises qui peuvent imiter comment Beyoncé s'habille, comment Lady Gaga s'habille, comment Rihanna s'habille. D'ailleurs, même dans les salons de coiffure, il y a des coupes de coiffure Rihanna. Et dans les quartiers populaires, hein. Vous pouvez me faire du Rihanna aujourd'hui? Ah, oui, non, je ne veux pas Rihanna. Non, je vais faire afro. Donc maintenant, elles sont ouvertes à la culture mondiale. Et ce qui est extraordinaire, depuis les années 90, avec la dévaluation de notre monnaie, c'est-à-dire que les gens, non seulement se sont ouverts au reste du monde, hors de l'Europe et de l'Amérique, mais vraiment le monde du Maroc, Turquie, comme ça, s'ouvrir vers le Moyen-Orient et l'Asie. Et en même temps, le fait d'avoir rompu ce lien avec l'Occident, les nouvelles générations, aussi il y a eu comme un retour à leurs origines. Tout de suite, on a commencé à sortir des tissus, à faire du bogolan, le Burkina Faso, un peu même avant avec Thomas Sankara. Ils produisent du coton, à faire leur tissu qui s'appelle le Faso d'Anfani, à porter même jusqu'à aujourd'hui. La tenue officielle au Burkina Faso, c'est le Faso d'Anfani. Donc tout de suite, il y a eu un retour à sa propre culture, à son propre milieu, à sa propre culture. Donc on voit en Afrique aujourd'hui ce mélange entre sa culture propre et des cultures du monde en même temps. Donc on peut rencontrer une fille très branchée comme ça, et puis le soir on la retrouve dans des cérémonies où on se dit, mais ce n'est pas la fille que j'avais vue tout à l'heure. Et le soir, elle est encore différente. Donc cette capacité de pouvoir s'adapter à toutes les cultures en restant soi-même, chez soi, je trouve que ça c'est une acquisition fondamentale. C'est pour ça que, contrairement à ce qu'on croit, je le dis en France, je n'ose pas le dire en Amérique parce que je suis dans l'Utah et j'aime l'Utah et je veux revenir. Non, mais allez-y, vous pouvez le dire. On dit que, par exemple, que nous sommes plus cultivés, nous sommes plus ouverts, on a une faculté d'adaptation beaucoup plus rapide. Quand on arrive en Europe, on dit oui, je sais ce qui se passe. Ah oui, il y a eu ça, mais comment vous savez ça? Vous vivez en Afrique. Mais en Afrique, on sait tout, nous. Donc, parce qu'ils savent tout. Le plus petit garçon, vous rencontrez, il peut vous dire ce qu'on fait en Amérique, ce qu'on fait en Europe. Parce que ça, en même temps, cette ouverture
et tout en restant soi-même. Mais c'est des facteurs économiques qui apportent souvent les changements chez nous. Par exemple, même le commerce, on ne fait plus beaucoup de commerce avec l'Europe. À part le wax en Hollande où on a besoin de certaines usines, mais sinon, on est beaucoup plus ouvert vers d'autres pays du monde. Et même si on revient en Europe, parce que c'est la globalisation, mais ça n'a plus l'impact que ça avait. Et les nouvelles générations ne sont pas du tout déstabilisées par la culture occidentale. Donc, rester soi-même. Et moi, je n'avais pas pu, ma génération, rester moi-même parce que j'étais déstabilisée par la culture occidentale. Je ne savais plus si est-ce que j'étais africaine ou j'étais française occidentalisée. Donc nous, on hésitait. Alors que ce que je voulais, c'était rester moi-même dans une culture, quelque chose de solide. Parce que j'ai toujours cherché quelque chose de solide pour faire face à une déstabilisation au niveau de mon identité culturelle, mais aussi à une déstabilisation affective, familiale, parce que j'avais été séparée de ma mère. Oui, ça c'est intéressant de le savoir. Donc l'idée de l'authenticité de l'Afrique, on va dire, l'Afrique authentique existe-t-elle encore? Doit-on encore continuer à avoir ça comme un objectif? Non. Non. Dans ce monde de la globalisation, non. Parce que authentique, c'est même pas par rapport à un continent ou à un pays, c'est par rapport à soi-même, à ses convictions, à ses idées, à ses aspirations. Mais quand on a des aspirations et qu'on vit dans un environnement, forcément on va tenir compte de son environnement dans ses aspirations. Donc on tient compte toujours de nos réalités. Moi par exemple j'ai ma grande sœur, une grande sœur parce que j'en ai une qui a 105 ans, j'en ai une qui a 86 ans et qui est au village. Et je dois m'occuper d'elle et chaque mois, je lui envoie de l'argent. On doit s'occuper d'elle, donc s'occuper de la famille, respecter la hiérarchisation familiale, parce que ça apporte un équilibre dans la société, de maintenir les liens de la famille, la hiérarchisation, ça renforce le sentiment d'appartenance et ça c'est fondamental. Donc c'est dans ce sens-là, renforcer l'appartenance compte tenu du contexte et ensuite ça n'empêche pas de s'ouvrir au monde. Très bien, merci bien Ken Bougoul. Maintenant Marine va vous poser une question en rapport avec un livre de Werner Linking. Allez-y Marine. Il y a certaines écrivaines africaines qui refusent toute idée de compromis quand il s'agit des rôles de l'homme et de la femme dans la société ou de la domination de l'homme sur la société. Dans Elle sera de jaspe et de corail, par exemple, Werner Linking fait définir la femme par la voix qui chante comme étant l'atome primordial qui ne saurait se contenter d'une côte masculine pour être. Selon la narratrice de Riwan, Le chemin de sable, par contre, c'est un autre son de cloche qu'on entend. Je me rendis compte que l'homme n'était pas un objet à posséder, mais un interlocuteur, quelqu'un avec qui on pouvait s'éprouver. L'homme étant multiple, en raison de sa nature, il pouvait servir de façon illimitée. Nous devions donc, nous femmes, avoir avec lui un rapport multidimensionnel. Faisons de lui un ami, un amant, un mari, un enfant, un frère, un confident. Nous ne le confinons pas dans ce rôle limité qui l'étouffait et nous faisons passer à côté de tant de choses. Alors, doit-on parler d'un côté de radicalité et en ce qui vous concerne de flexibilité? Oui. La radicalité se réfère aux religions qu'on nous a apportées et à la colonisation. Ce sont ces invasions, je ne sais pas comment, je cherche toujours le terme parce qu'invasion, ça fait... c'est là que le statut de l'homme a été défini, comme je l'ai dit ce matin, etc. Mais dans la tradition africaine, on n'avait pas ce rôle sublimé
de l'homme par rapport aux religions, l'islam, le christianisme, le catholicisme, je ne sais pas. C'est pas. Donc quand certains auteurs se plaignent, c'est par rapport à ces invasions qui sont venues déstabiliser et sublimer ce rôle-là. Alors que la réalité dans la tradition, on n'avait pas, par exemple, dans la tradition, même si on est avec son mari, si on va chez soi, même dans la rue, mais par exemple au Sénégal, aujourd'hui, vous pouvez vous rencontrer des couples, vous n'allez jamais penser qu'ils sont mariés, parce qu'ils ne sont pas obligés de se tenir bras dessus, bras dessous, on ne se dit pas chérie, on ne se dit pas je t'aime, on ne se fait pas des bisous. Mais on s'aime quand même. On s'aime quand même. On s'aime quand même. Donc il y a, alors que avec la culture occidentale, c'était mon chéri, et c'est même gênant quand je le dis maintenant et tout. Et là, maintenant, par exemple, actuellement, ça n'existe plus. Même bon, si c'est les jeunes, les très jeunes, parce que j'ai une fille, bon maintenant elle est un peu vieille, mais quand elle était beaucoup plus jeune, son petit copain, elle l'appelait bébé, baby. Je dis bébé, parce que c'était aux États-Unis, this is my baby. Alors elle disait bébé. Je dis, ton copain, tu l'appelles bébé? Yeah, he's my baby. Ah bon? Donc ça passait à autre chose. Alors que la culture occidentale qu'on avait eue, son chéri, son mari qui arrive, on l'accueille, etc. Donc quand Were Were Liking parle, c'est par rapport à l'islam, aux religions et la colonisation, où le statut de l'homme était comme ça, comme je l'ai dit ce matin. Alors que si on retourne à la vie normale, j'aime pas même le mot traditionnel, il suffit seulement de quitter les grandes villes bien colonisées à 70 km à Thiès, ça change tout de suite. Et c'est pour ça que les femmes écrivaines de Thiès ne sont pas intéressées par écrire des choses sur les hommes, sur les femmes, parce qu'elles ne connaissent pas ça. Mais Were Were Liking, qui est d'origine camerounaise, qui vit en Côte d'Ivoire, qui est une grande amie à moi, qui est plus jeune que moi, elle a été aussi, par rapport à la religion, aux religions, à la colonisation, connu cette déstabilisation du seul fait que ces invasions ont sublimé le rôle de l'homme jusqu'à écraser la femme. Et moi qui venais d'un milieu indigène, mais aliéné par la culture occidentale, quand je suis retournée dans mes sources, j'ai constaté là qu'un homme, il fallait le prendre comme un mari, parce qu'il peut l'être, comme un amant, parce qu'il peut l'être, comme son frère, parce qu'il peut l'être, comme son fils, etc. Et même on voit par exemple au Sénégal, une femme mariée, on l'appelle presque mère, comme si c'est sa mère. Et parfois aussi, une femme peut appeler un homme papa. Papa, et ça finit par être papa. C'est pour ça qu'au Sénégal, tous les hommes sont des papas et toutes les femmes sont des mamans. On appelle tout le monde maman, etc. Pour dire qu'il faut le considérer dans toute cette possibilité de relation et de rapport, parce qu'on n'est pas toujours mari et femme. Il y a des jours, dans un couple, il faut qu'ils se comportent comme des amants. Pour renouveler un peu la relation. Il y a des moments aussi où on a besoin d'un autre type de rapport affectif parce que l'autre ne se sent pas bien. Soit c'est la femme qui le materne parce que son mari a des soucis. Là, ce n'est plus une relation de chéri ou d'amant. C'est des relations vraiment de frère ou d'enfant. Et parce que son mari ne se sent pas bien. Et on doit le conforter, on doit le consoler. Donc ça aussi, c'est un autre type de rapport. Donc on peut avoir plusieurs rapports. Quand on a aussi un souci, on peut lui demander son avis, comme on l'aurait demandé à son frère. Oui, qu'est-ce que tu en penses? Et là, ce n'est plus des relations de chéri, mais c'est des relations vraiment de frères et de sœurs.
Et cette possibilité d'avoir ces plusieurs rapports avec un homme, ça rend la relation plus solide et beaucoup plus saine, parce que ça équilibre les tensions. Si le côté tension en tant que mari éclate, on déplace, on amène le frère. Et là, tout de suite, ça baisse, etc. Et quand il ne se sent pas bien, on le prend comme un enfant. Ça dit, c'est rassurant. Et moi, je dis, c'est mieux d'avoir cette relation saine, en même temps solide, où le sentiment est très, très fort, parce qu'il mélange et l'amour, et l'amitié, et la fraternité, et beaucoup de relations ensemble, ça développe plus une relation. Chaque fois que je dis aux jeunes filles d'aujourd'hui, n'ayez pas des relations avec vos maris ou vos copains, juste dans la relation, il est à moi, il faut le scinder en plusieurs pour pouvoir parce qu'il y a des jours où on n'a pas envie d'être des chéris, hein. On a envie d'être des amis, de regarder la montagne ensemble, de rigoler devant un dessin animé, etc. Et plus on a ces possibilités de relation, et plus la relation va être beaucoup plus solide, beaucoup plus saine, et moins de questionnements, et moins de psy. Et on n'a pas besoin d'aller chez le psy pour ça. Autrement, un peu de diplomatie dans la vie de couple. Une relation multidimensionnelle. Multidimensionnelle, très bien, parfait. Donc, comme je l'ai dit dans l'introduction, ce cours, c'est après tout, sinon avant tout, un cours de littérature. Et je pense que Chase a une question pour vous dans ce sens-là. Chase, allez-y. Ken Bougoul, vous avez dit dans les autres entretiens avec le quotidien que vous écrivez d'une façon autobiographique. Alors, pourquoi avez-vous choisi la fiction pour parler de vos expériences personnelles? Et aussi, pensez-vous qu'en écrivant vos ouvrages comme des romans fictifs, les critiques de ces ouvrages ont changé en comparaison si vous avez publié comme des autobiographiques en lieu des romans fictifs? Oui, il y a un professeur d'université de l'université d'Abomey-Calavi au Bénin qui s'appelle Guy Midjouan, qui avait écrit un article en disant que dans les écrits autobiographiques de jeux, etc., où l'auteur, donc Ken Bougoul, a évacué pour des raisons thérapeutiques, etc. Maintenant, c'est quand elle a réglé ce problème, elle continue maintenant à écrire comme, entre guillemets, un apprenti écrivain, mais en utilisant la fiction même pour parler de problèmes personnels, mais qui n'étaient que des sources d'inspiration ou des prétextes d'écriture. Et par exemple, dans Mes hommes à moi, où c'est la question de la honte, parce que la narratrice avait fait pipi en classe et les enfants, les autres camarades de classe se moquaient d'elle. Et ça a été une honte tellement terrible. Mais je n'avais pas besoin d'écrire une autobiographie avec jeu. J'ai mis ça donc en fiction pour traiter ce problème de la honte qu'on peut ressentir n'importe où. Mais là, c'était à l'école. Et parce que là, je n'étais plus dans la dimension de l'écriture thérapeutique. Là, à partir de La folie et la mort, j'étais dans l'écriture par passion et dans la créativité où je dois réfléchir comment faire de la fiction, de l'autofiction, même si ça part d'histoires que j'ai connues, observées, rencontrées ou même vécues, mais qui n'avaient pas besoin de ce côté autobiographique, thérapeutique. C'était pour faire de la littérature. Donc ça, c'est un choix qui s'est opéré à partir seulement de La folie et de la mort. Et Guy Midjouan disait qu'après l'autobiographie thérapeutique, se concentrer sur ce soi, elle est maintenant passée, elle s'intéresse au reste du monde. Elle s'intéresse à des événements, même si je parle de la honte, je n'étais pas la seule à l'avoir vécu, d'autres l'ont vécu. Et lui, il a pensé que jusqu'à Riwan, ça a fermé. Et maintenant, l'auteur fait de la littérature, maintenant s'intéresse à ce qui se passe
au monde. Donc c'est passer de l'autobiographie à la fiction, même si la fiction est toujours de l'autobiographie, mais mise en fiction. Ce n'était plus de cette démarche thérapeutique, mais c'était maintenant vraiment de la créativité, quoi. Chercher à écrire, faire de la littérature, etc., en réfléchissant comment faire ces mises en abîme, etc. Là, c'est passé à une autre étape. Donc, il y a 2 étapes dans l'écriture. La nécessité, qui est dans l'autobiographie, et la passion de l'écriture, qui est passée dans les autres romans de fiction. Oui, je sais que dans d'autres interviews, vous avez expliqué cette idée de thérapie et puis de nécessité. Est-ce que vous pouvez le reprendre très brièvement un peu pour nous, pour que nous comprenions davantage? Oui, écrire par nécessité, c'est ce qu'il faut. C'est une question d'urgence. Pourquoi dans votre cas? Oui, mais dans mon cas, parce que j'étais à la rue, et que j'étais rejetée, et que j'étais traitée de folle, et que personne ne voulait m'écouter. Je ne pouvais parler à personne, puisque j'étais une folle. En plus, je vivais dans la rue. J'étais un SDF. Et donc, comme j'étais une folle et que je n'étais pas crédible, si je racontais même des choses vraies que j'ai vécues, personne ne me croyait puisque j'étais folle. Mais vivre dans la rue, dans son propre pays, pour une jeune femme, j'avais quand même 33 ans et je vivais dans la rue. Et j'avais vécu partout, j'avais quand même fait des études, j'ai voyagé, j'ai connu tant de choses. Et tout d'un coup, se retrouver dehors, surtout quand il neige, la pluie, comme ça, tu cherches là où tu vas t'abriter. Il y a eu des moments où on a besoin d'expurger tous ces vécus qui m'ont amené à cette situation pour dire que je ne pouvais plus continuer à vivre dans la rue. Donc, mais bon, il y a le Serigne qui est venu à ma rescousse en me prenant sous sa protection, mais quand même j'avais toutes ces choses que personne ne voulait entendre, que je devais dire. Donc ça, c'était une nécessité, c'était une urgence. Mais en même temps, de l'écrire en évacuant, on est soulagé. Et ce soulagement, c'est ça la thérapie. C'est-à-dire il faut dire, c'est une forme de psychothérapie presque, mais par l'écriture. Donc plus j'écrivais, et c'était comme si j'évacuais. Je me sentais soulagée, je me sentais libérée, je me sentais... Donc c'est pour ça que je parle de cette thérapie. Mais la nécessité, l'urgence, c'était parce que cette période, j'étais à la rue. Peut-être que si j'étais dans une maison, ça n'aurait pas été aussi urgent. Mais là, de vivre dans la rue, j'étais épuisée, et c'était vraiment une question de vie ou de mort. Et comme j'aime vivre, j'ai choisi la vie. Et nous avons tous vivre, n'est-ce pas? Donc, bref, voilà, et personne ne voulait vous écouter, alors vous décidez de parler au monde. Et c'est ça la littérature. Parfait. Donc, nous avons écouté hier, vous avez parlé de la politique, donc ça veut dire, et on le sait dans vos livres, vous parlez également de cette Afrique qui se meurt d'elle-même, et puis tout ça. Christian a une question pour vous dans ce sens. Allez-y, Christian. Oui, donc pourquoi tant d'années après les indépendances en Afrique, pourquoi parlez-vous toujours de la période coloniale dans vos livres? Oui, peut-être le mot, j'ai mal utilisé le mot, c'est pas colonial, peut-être néocolonial. Oui, c'est plutôt néocolonial. C'est-à-dire que toutes ces anciennes puissances coloniales continuent toujours de nous exploiter. Nous sommes le marché du monde, enfin marché poubelle. Maintenant, avant je disais marché, maintenant je mets marché-poubelle. Donc il y a toujours les anciennes colonies, qu'elles soient françaises, anglaises, etc., italiennes, veulent toujours quand même garder cette influence. On parle même de pré-carré. Ensuite, avec cette période néocoloniale, on a parlé de France-Afrique, etc. Donc c'est après les indépendances, c'est cette période néocoloniale que nous condamnons même encore aujourd'hui, parce que jusqu'à aujourd'hui, la France continue à exploiter ses anciennes colonies, comme le Sénégal, comme le Niger, enfin toutes ces anciennes colonies, soit pour des raisons économiques, soit pour des raisons stratégiques.
etc. Pour des raisons économiques, l'exploitation des ressources, nos ressources naturelles, notre uranium, notre pétrole, notre gaz, etc., notre bois, nos plantes médicinales, etc. Ensuite, stratégique pour avoir une influence. Par exemple, quand il y a une élection aux Nations Unies, la France fait du lobbying auprès de ses anciennes colonies pour que, au moment des votes, que ces anciennes colonies soutiennent une candidature, par exemple française, etc. Et donc, jusqu'à présent, enfin, jusqu'à ces 10-20 dernières années, nous étions dans ce contexte-là. Et en 2000, il y a eu au Sénégal un président qui est arrivé, Abdoulaye Wade, dont la femme est française, qui est de Grenoble, et qui a voulu couper tout cela, et qui a dit non, maintenant nous sommes dans une économie libérale, nous ne sommes pas obligés de toujours de coopérer, travailler avec la France. Et là, ils ont commencé à s'ouvrir aux pays arabes, aux monarchies du Golfe, au pétrodollar, et ensuite s'ouvrir jusqu'à la Chine, qui est venue maintenant occuper l'espace, entre guillemets, néocolonial. Et qu'une fois, on m'avait demandé, mais vous acceptez que maintenant tout le monde vient chez vous, est-ce que ce n'était pas mieux de rester avec les anciennes colonies? J'ai dit, mais non, puisque nous sommes indépendants, nous sommes émancipés, nous pouvons choisir qui nous plaît pour nous exploiter. Qui nous plaît. Je ne veux pas utiliser un autre mot que j'ai vraiment utilisé dans cette interview en France, parce qu'il y a les enfants ici, mais que nous pouvons librement choisir qui on veut qu'il nous exploite. Et quand Abdoulaye Wade a fait ça, il a eu beaucoup de problèmes avec la France, qui a aidé beaucoup à le dégager. Et on a vu le nouveau président qui est arrivé, qui a dit revenez. Donc l'armée française est à nouveau au Sénégal, les télécommunications sont aux mains des Français, le port, notre port est aux mains des Français, et c'est maintenant avec de revenir à la charge des Chinois, avec des conditions beaucoup plus avantageuses, mais en ne respectant pas les droits de l'homme. La Turquie, le président de Turquie vient de quitter. Maintenant, il y a une diversification de nos divers partenaires, mais tout ça, nous sommes toujours exploités malgré cela. C'est-à-dire que nous n'arrivons toujours pas à nous débarrasser de... Si ce n'est pas les Français, c'est les Chinois, c'est les Turcs, etc. Donc nous sommes toujours, 60 ans après les indépendances, un peu moins, mais nous sommes dans ça. Mais en même temps, je me dis, malgré tout, des choses changent, hein, l'Afrique bouge, enfin, ne bouge pas, ne change pas. L'Afrique, c'est des mutations, on passe comme ça tellement rapidement, et que c'est 60 ans les indépendances, ça ne fait même pas... Oh, ça ne fait même pas encore 60 ans, oui, presque, disons 60 ans. Mais il a fallu 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles à des pays pour devenir complètement indépendants. Donc je dis, il y a une conscience collective dans notre... c'est même pas de l'imaginaire. Il y a une conscience collective de ce qui se passe. Il y a des jeunes qui sont en train de se lever, des hommes et des femmes se lèvent pour dire non, pour dénoncer, etc. Et que je dis, laissez-nous le temps qu'il a fallu à l'Amérique pour être les États-Unis, le temps qu'il a fallu à la France d'être une démocratie, le temps qu'il a fallu, etc., qu'on laisse le temps au temps, qu'on nous laisse un peu de temps. Ce n'est que 60 ans à peine depuis les indépendances. Nous avons quand même fourni des efforts et que je suis sûre et certaine que dans les prochaines années, les choses vont énormément évoluer et les rapports de force vont changer. Parce que nous sommes de plus en plus conscients que nous avons une force, ce sont nos ressources. On a une force, c'est l'espace. On a une force, c'est une population jeune. Donc, toutes ces ressources mises ensemble, nous allons très très bientôt
changer la face des choses. Très bien, merci beaucoup Ken Bougoulou. J'espère qu'on a une dernière question pour vous et ça porte sur votre langue d'écriture et c'est Michael qui va vous la poser. Oui, bon. Donc, on a déjà parlé pas mal de l'aliénation culturelle, de colonisation, de tout cela. Ma question c'est pourquoi, pour vous, quel rôle est-ce que la langue française joue dans cette conversation? Pourquoi choisir écrire en français malgré le fait que vous dénoncez un peu cette aliénation culturelle dans vos livres? Oui, l'aliénation culturelle, je pense, n'a rien à voir avec la langue. La langue, c'est un médium, c'est un moyen. Donc, on n'est pas aliéné par rapport à une langue, parce qu'une langue vivante, c'est une dynamique. Parce que quand vous voyez que, par exemple, quand on dit la littérature francophone, et on dit la littérature française, bien que la littérature française fasse partie aussi de la littérature francophone. On parle de littérature africaine. Quand vous prenez un auteur comme l'écrivain béninois Florent Kouaouzouti, quand vous lisez ses livres, bien qu'il écrive en français, vous sentez que le fond culturel de la langue utilisée et la manière dont il peut utiliser ce médium qu'est la langue française pour recréer une nouvelle langue dans la construction, dans l'invention de mots, pas par rapport à l'étymologie du mot, mais comment ce mot, dans son contexte culturel, le sens de ce mot. Donc nous arrivons à manipuler, à utiliser, si vous avez regardé le film sur Ken Bougoul, il y avait cette question, et j'ai dit, mais moi, le français, ça ne me dérange pas, puisque je l'amène au marché. Dans Topa, je peux parler avec les femmes. Je l'amène dans les temples vaudous. La langue française ne se plaint pas. C'est-à-dire, on peut, en fonction de notre fond culturel, utiliser cette langue pour exprimer des idées en partant de notre fond culturel. Et si vous lisez un auteur, si vous prenez Riwan ou le Baobab Fou, la première réaction d'un universitaire sénégalais en 1982-83, quand Baobab Fou est sorti, un professeur d'université à Dakar de français a dit ça, ce n'est pas du français. Parce que la langue était utilisée dans un contexte d'un fond culturel qui est propre, par exemple, à ma région, le Ndoukoumane. La manière de parler, la tonalité, la longueur des phrases, ou même parfois un mot. Si on dit, si je mets TC, HI, parfois j'ajoute 2 I pour faire le chip. Et dans ce chip, ce mot, mais il y a tout dedans, c'est chargé. Et parfois même on nous demande, je me rappelle, Boubacar Boris Diop, dans Riwan m'a dit, oui, mais les Français ne vont pas comprendre, il faut que je mette des explications. Je dis non, puisque nous, on a fourni des efforts pour comprendre Victor Hugo, comprendre Rimbaud, Voltaire, comprendre Verlaine, Sandrard, et même les aimer. Comment on a pu? De mon petit village, je comprends Rimbaud. Eux aussi, donc, à fournir des efforts pour nous comprendre. Et que même les professeurs, les étudiants ne doivent pas seulement s'intéresser aux histoires, qui pour moi ne sont que des faits divers, mais s'intéresser à la manière d'écrire par rapport à la langue, comment les auteurs africains, et même déjà les auteurs africains, comparez seulement la littérature sénégalaise, que vous prenez des auteurs comme Mariam Abba, Aminata Sow Fall, que vous prenez Abdoulaye Sadji, que vous prenez, qui a écrit Karim encore, un très beau livre, tous ces gens qui étaient des, entre guillemets, qui venaient des communes françaises, et prenez un livre de Ken Bougoul ou de Fatou Diom, tout de suite vous sentez la différence de région. Parce que l'écriture est plus... C'est presque... On entend même le son, parce que l'écriture est brutale, entrecoupée. Mais ça tient compte de notre manière de nous exprimer, qu'on essaie en écrivant, d'utiliser la langue française en la tournant, en la tordant, en la découpant en petits morceaux, en le recollant ailleurs pour
exprimer notre idée. Et moi, je pense qu'il y a énormément de travail à faire là-dessus et énormément de comparaisons entre les indigènes, les anciens indigènes et les anciens citoyens. Ils n'écrivent même pas de la même façon. Donc, il y a beaucoup de recherches à faire. Et même, vous voyez, chez Gallimard, ils ont une collection, mais ils l'ont appelée Continent noir. Parce que la manière d'écrire n'est pas comme un livre classique de France, etc. Et il y a toujours des gens qui disent « mais ça, c'est pas de la littérature, parce que ce qu'ils écrivent, c'est pas du français ». Il y en a même qui se plaignent que tous ces auteurs africains sont en train de violer la belle langue de l'Académie française. Mais en même temps, il y a des nouveaux académiciens qui sont maintenant obligés d'aller prendre la manière dont nous utilisons le français pour mettre ça dans le dictionnaire de l'Académie française. Le président Senghor, une station d'essence, mais chez nous, on ne dit pas une station d'essence. On y vend de l'essence, donc c'est une essencerie. On dit, mais essencerie, mais c'est la station d'essence. On dit, puisqu'on y vend de l'essence, mais ça s'appelle essencerie. Et ça, c'est le président Senghor. Et donc, avant la mort l'académicien, avant la mort de Senghor, essencerie est rentré à l'Académie française. Dibiterie, dibi, c'est de la viande braisée, et on dit, mais dibi. Donc, là où on va manger cette viande, ça s'appelle une dibiterie. Et puis ça, ce mot est rentré. Et là, récemment, avec le nouveau président de France, avec l'Académie française, ils sont même en train de demander un dictionnaire du français de Côte d'Ivoire. De travailler sur ça, alors que c'est du français. Mais pourtant, on dit le français de Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont une manière d'utiliser la langue en utilisant l'alphabet latin, mais traduit dans un contexte socio-politique, économique actuel de la Côte d'Ivoire. Vous pouvez parler avec un Ivoirien, il va utiliser la langue française. Si vous n'êtes pas vigilant, vous n'allez pas comprendre. Rien du tout. Donc, et puis la langue française n'appartient pas à la France. Les 3/4 du vocabulaire français viennent d'autres langues. Parce que chaque fois on dit, c'était un mot grec. Si vous regardez le dictionnaire Robert, vous prenez le mot en grec qui signifiait ceci, et que latin, etc. Etc. Parfois c'est arabe. Il y a une influence énorme de l'arabe dans la langue française. Les jupes, tout ça, c'est pas français une jupe. Jupe, ça vient de l'arabe. Et il y a même des livres, les gens commencent à écrire des livres là-dessus pour montrer que la langue française, c'est un apport de plusieurs langues qui ont créé cette langue. C'est pour ça que c'est une langue vivante, c'est une langue dynamique que nous aussi, on utilise comme un médium et avec laquelle nous pouvons créer notre propre univers inspiré de notre culture. Des auteurs comme Kateb Yassine disaient, la langue française, c'est notre butin de guerre. Nous l'avons gagné sur le colonisateur français. Thierno Monenembo dira, la langue, je ne suis pas allé vers elle, elle est venue me trouver. Donc, etc. Et donc, il y a eu beaucoup d'interprétations, mais nous n'avons aucun... Au contraire, on a même de la fierté de pouvoir prendre une langue du colonisateur et nous l'approprier et pouvoir l'utiliser beaucoup plus amplement, beaucoup plus un éventail de possibilités d'utilisation en lui apportant des couleurs, des lumières, des sons, des saveurs, du piment, on y met du vaudou, on y met du tout. Et la langue française, elle est tout à fait à l'aise parce que c'est une langue vivante donc, et qui n'appartient pas seulement à la France. La personne qui peut l'utiliser s'en approprie. Donc c'est pour ça qu'on n'a aucun regret. Au contraire, et dans la base du marxisme-léninisme, il ne faut pas en parler ici, mais bon, à l'époque, on disait que maîtriser la langue du dominateur, maîtriser sa langue, on peut s'adresser à lui dans ses propres mots, parce qu'on le maîtrise. Et plus récemment, même s'il est décédé, Nelson Mandela, quand il était emprisonné à Robben Island, il a appris l'Afrikaans. Pendant que
en Afrique du Sud, il y avait des émeutes. On ne veut pas apprendre la langue des Boers, on ne veut pas apprendre l'afrikaner. Il y a eu des enfants tués, de morts, des centaines d'enfants, tragiques. Alors que Nelson Mandela, lui, à la prison, il apprenait cette langue-là. Et quand il est sorti, son premier discours, il l'a fait dans la langue de ceux qu'il avait amenés en prison. Donc pour dire que s'approprier la langue du dominateur, c'est déjà avoir une emprise sur lui, parce qu'on peut s'adresser à lui dans sa langue, avec ses propres mots qu'il a créés. S'il a créé égalité, eh bien on lui dit, vous avez parlé d'égalité. Qu'est-ce que c'est? Vous avez parlé de liberté, vous avez parlé de respect, vous avez parlé de fraternité. Ça, ce sont vos mots. Et donc c'est très important d'apprendre les langues en général, quelle que soit la langue, apprendre le français, le chinois, l'arabe. Et je pense que les États-Unis, c'est un pays qui a fait énormément d'efforts de s'ouvrir à des langues arabes, chinoises. La France, l'Europe, c'est récemment, ils ont commencé à mettre le chinois. Alors que les États-Unis, il y a plusieurs années déjà, apprendre l'arabe, apprendre les langues, même les langues africaines, même le Peace Corps américain apprend les langues africaines ici aux États-Unis avant d'aller en Afrique. On envoie des gens, des Yoruba, des Wolof, des Fon, des Goun, des Swahili, qu'ils apprennent déjà ici. Et quand les gens du Peace Corps arrivent au Sénégal, ah, salam alaikum, man de Kumbala tout. Where are you coming from? I'm coming from man Utah la deug. Man ko ha Utah. She's speaking. Elle parle le Wolof même mieux que moi. Dès qu'elle arrive le lendemain, elle commence parce qu'elles ont déjà appris. Et là, ça aussi, c'est très important d'avoir cette possibilité de maîtriser cette langue pour pouvoir faire le travail sur le terrain directement avec les gens en parlant directement dans leur langue. Donc le problème de la langue, c'est un faux problème. Ce n'est pas un problème en fait, c'est une solution. Très bien, parfait. Très bien, nous avons une contrainte de temps et voilà, c'était prévu pour 1 heure, on a dépassé les 60 minutes, on va donc devoir s'arrêter là. Non, mais on n'avait pas commencé à l'heure. Hein. Il y a ça aussi, Donc voilà, on est bien content et comme d'habitude, c'est toujours plaisant de converser avec vous, Ken Bougou. On aurait voulu continuer toute la soirée et puis bon. C'est un plaisir. On ne pourra pas finir, mais il faut s'arrêter. Nous savons que d'ici 2 jours, vous allez partir. Et déjà, nous vous souhaitons un très bon voyage. Je vais rester dans la montagne. Et on pense à quand est-ce qu'on va encore se revoir. Et nous vous souhaitons un très bon séjour pour le reste. Merci. Et si vous avez des questions, vous pouvez faire des questions. Même si je n'ai pas bien répondu, vous pouvez m'envoyer ça par email. Je vous réponds aussi par écrit. Comme ça, il n'y a pas de souci, je fais ça beaucoup aussi. Merci beaucoup. Merci bien, Ken Bougou. Et merci les techniciens. Très bien, parfait. Donc, très bien, parfait.